Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là au Gazette Café pour ce café santé. Aujourd'hui, on va parler des risques auditifs liés à l'écoute de la musique. On voit en permanence des personnes se balader dans la rue avec des écouteurs qui soient à l'intérieur des oreilles, à l'extérieur des oreilles. Il y a de plus en plus de festivals, de boîtes de nuit. Bref, on est dans un environnement bruyant. Il y a en plus de ça le bruit qu'on a dans notre vie au quotidien, au travail. Là, aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur le bruit lié à la musique. Et donc, on va parler de tout ça avec le docteur Anne-Lise Forez. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes médecin ORL, donc chirurgien ORL spécialisé au CHU de Montpellier dans les troubles de l'oreille. Et là, ce soir, on va utiliser vos compétences pour parler des risques auditifs en lien avec la musique. Moi, j'ai encore il y a quelques jours eu mon téléphone qui m'a dit: attention, Vincent, tu écoutes trop la musique, trop fort, trop longtemps. Et donc, on va se faire maintenant aider par l'intelligence artificielle pour des seuils de musique. Donc, on va en parler aujourd'hui. Donc là, on va parler de ce lien entre la musique et les oreilles qui va probablement, on va parler de vibration. Alors j'ai une première question, docteur Forez, comment fonctionne le son pour nos auditeurs ou les personnes qui sont là? Comment fonctionne le son? Comment fonctionne la musique? Et comment la musique va avoir un impact sur notre audition et nos oreilles? Ok, alors le son, pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est une onde en fait. Donc c'est un transport d'énergie, vraiment un transfert d'énergie sans aucun transport de matière. Donc ça va fonctionner par un système de vibration. Quand ça va être dans l'air, là par exemple, vous m'entendez, ce sont les molécules d'air entre nous qui vont vibrer, puis qui vont être captées au niveau de votre pavillon, au niveau de vos oreilles externes, transmises à l'intérieur du conduit auditif. Et tout ça, ça va faire vibrer vos membranes tympaniques, puis la chaîne des osselets, les trois petits os qu'on a en arrière du tympan qui servent à amplifier l'information sonore. Et ensuite, toutes ces informations vont être transmises à vos oreilles internes. À ce moment-là, dans l'oreille interne, vous avez un certain nombre de cellules, qu'on va appeler les cellules neurosensorielles, qui vont sécréter des choses, qui vont transmettre l'information sous forme électrique aux nerfs de l'audition. Le son, ça fonctionne comme ça. Donc quand on parle d'oreille, et c'est un petit peu un abus de langage, l'oreille, on se dit, bon, on en a deux. En fait, chaque personne en a schématiquement trois. On a les oreilles externes, ce qu'on voit dépasser à l'extérieur de la boîte crânienne, l'oreille moyenne, ce qui se passe au niveau du tympan de la chaîne des osselets, et l'oreille interne, qui va gérer à la fois la partie audition et la partie équilibre. Voilà. Alors, comment ces ondes vont maintenant avoir un impact sur ces cellules auditives et comment ces cellules se détruisent, à partir de quand? Quel est le premier seuil de destruction et à partir de quand? Comment est-ce qu'on peut savoir tout ça? Alors, il faut séparer déjà on va dire les destructions de cellules qui vont être dues au bruit extrêmement fort, type blast, par exemple les explosions, où là, ça va vraiment être quelque chose de mécanique, trop de vibrations qui vont détériorer les cellules en les abîmant vraiment physiquement. Et ensuite, ça va être le neurotransmetteur dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la partie qui va être sécrétée par les cellules pour véhiculer l'information électrique. Si on en sécrète trop pendant trop longtemps, on va pouvoir avoir un effet toxique de ce neurotransmetteur. On l'appelle le glutamate. Est-ce qu'il y a un seuil vraiment à partir duquel il existe un risque auditif? Oui, c'est une question qui est assez difficile à répondre parce que déjà, il faut différencier. Quand on parle de seuil, on va parler d'intensité sonore qu'on mesure en décibels et on va différencier les décibels qui ont été pondérés sur l'oreille humaine, qu'on va appeler les décibels A, et les décibels qui ne sont pas pondérés à l'oreille, qu'on va appeler les décibels de type C. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que nos oreilles internes ne traitent pas toutes les informations de la même façon. Les informations de basse fréquence vont être transmises directement et vont pouvoir abîmer davantage l'oreille interne. Les basses fréquences sont À intensité égale, plus dangereuse que plus les hautes dangereuses fréquences. que les hautes fréquences. D'accord. Si j'essaie de reformuler, vous me Mhm. dites si je me trompe, c'est qu'il va y avoir donc des cellules qui vont ressentir cette vibration et qui vont sécréter un produit, le glutamate, Oui. qui est finalement toxique. Mm. Et donc elles vont se tuer elles-mêmes à force Oui. de sécréter cette protéine. D'accord, c'est extrêmement intéressant. Et ça pose problème parce que ces cellules, on n'en a pas un nombre illimité. Le problème, c'est qu'on en a chacun un nombre fini à la naissance.
on va avoir deux types de ces cellules. On va les appeler les cellules ciliées, parce qu'au sommet, elles ont des petits cils qui vont vibrer. Il y a la partie des cellules qui est interne, on en a 3500, et il y a la partie des cellules externes, on en a 12 000. Et en fait, ces cellules ne régénèrent jamais chez l'homme. C'est-à-dire que si on en perd, on l'a perdu définitivement. Donc ça va poser problème justement dans des cas de traumatisme sonore ou d'exposition sonore répétée à partir du moment où il y a eu toxicité et où ces cellules ont été perdues. Et alors, est-ce qu'il y a un moyen de ressentir une première cellule qui s'en va ou un premier jet de cellules qui s'en va au cours d'une vie? On parle beaucoup d'acouphènes, on parle de gènes sonores. Oui, alors c'est difficile de dire quel est le premier signe qui va être ressenti parce que ça va vraiment dépendre de la personne. On peut avoir effectivement l'acouphène, on peut avoir la baisse d'audition, on peut avoir simplement une gêne auditive dans le bruit. Et à ce moment-là, quand on teste l'audition une première fois en cabine ou chez un ORL, on ne va pas forcément se rendre compte de la gêne dans le bruit si on ne la recherche pas spécifiquement. Et on va avoir tout le spectre des fatigabilités auditives aussi. Donc la fatigabilité, vous pouvez nous expliquer un peu ce que c'est? C'est le fait que c'est un peu comme quand on va avoir une fatigue visuelle en fin de journée, à force d'avoir écouté beaucoup trop d'informations, on peut avoir l'impression d'entendre mais de ne plus comprendre. Alors, ça, c'est. Est-ce que vous pourriez nous dire quels sont, parce qu'on parle beaucoup de décibels, alors je sais qu'il y a plusieurs sortes de décibels, mais quel est le niveau? Je sais qu'on ne va pas pouvoir se rappeler ça de tête. Il y a peut-être des tableaux qui nous disent, voilà, moi j'ai appris dernièrement que à 105 décibels, par exemple, ce qui est le niveau qu'on entend énormément en boîte de nuit, Ouais. on a le droit à 1 minute 40. Oui, Ça c'est ça. m'avait scotché parce qu'il y a des tonnes et des tonnes de personnes qui vont rester des heures et des heures en boîte de nuit à 105 décibels. Mm. Et ben 100% de ces personnes-là perdent des cellules. Ouais. Alors, pour donner un ordre d'équivalence, là, si je n'avais pas mon micro, on est en train de parler à globalement 2 mètres de distance, je parlerais à une hauteur de l'ordre de 60 décibels. Ça, c'est la base. Conversation sans élever le son forcément. Si on est à côté d'un marteau-piqueur, on est sur du 120 décibels. On est du simple au double. Et si on est sur une piste de décollage et qu'on envoie un avion décoller sans protection auditive, on est à 140. Une fois qu'on a dit ça, maintenant, il faut prendre en compte la notion de dose de bruit. En fait, comme vous l'avez bien dit, il y a une question d'intensité de son et une question de durée d'exposition. Et nous, les abacs et les tableaux avec lesquels on m'a fait travailler, c'est 80 décibels pendant 8 heures, c'est équivalent à 98 décibels pendant 7 minutes et demie. Et donc, effectivement, le 102 décibels de boîte de nuit pendant 1 minute 40, le 105, pardon. Donc, on a maintenant des valeurs normées. Il y a un décret, vous devez être au courant, qui est passé en 2017 et qui a été réactualisé en 2023 pour la protection auditive, notamment dans les ambiances bruyantes type festival, où là, on considère que c'est 102 décibels pondérés A pendant 15 minutes ou 118 décibels pondérés C pendant 15 minutes. On parlait juste avant d'acouphènes. Mm. Une période d'acouphène dans une vie, donc liée à un traumatisme, bien sûr, parce qu'il y a d'autres causes de l'acouphène. Mais s'il y a un lien de cause à effet entre acouphène et traumatisme sonore ou écoute sonore, on peut certifier qu'il y a eu une perte auditive? En fait, l'acouphène, c'est compliqué. Il faut déjà différencier les acouphènes qui sont subjectifs, c'est-à-dire qui ne sont entendus que par la personne qui les ressent, et les acouphènes objectifs que la personne qui examine va pouvoir entendre aussi. Parce qu'il y en a. C'est pas les plus fréquents, mais il existe des acouphènes qui vont être de cause vasculaire ou de cause musculaire, ou si on écoute par exemple au niveau des Qu'un vaisseaux du médecin cou. peut entendre Ouais, lorsqu'on va mettre un stéthoscope ou un tout appareil à fait. d'échographie. D'accord, ok. Voilà. Donc ceux-là, c'est pas la majorité, mais ils existent. Et le fait de présenter cela, c'est comme c'est souvent un problème vasculaire ou de tension musculaire, c'est souvent accessible à un traitement. Les acouphènes subjectifs qui peuvent être liés à la perte de cellules, le plus souvent, effectivement, s'il y a acouphène, c'est qu'il y a eu dégradation des cellules. Mais après, la cellule peut avoir été abîmée un petit peu, mais ne pas avoir totalement disparu. Et c'est le nerf qui peut avoir ressenti comme une irritation et qui peut avoir transmis l'information au cerveau. Un jour, le cerveau réalise que c'est une information qui ne sert à rien et arrête de la traiter. La personne s'habitue à l'acouphène, mais jusque-là, il est ressenti. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. C'est extrêmement clair.
Alors là-dessus, qu'est-ce qu'il va y avoir comme conséquence? Donc on a parlé d'acouphènes, de pertes auditives, on parle également de presbyacousie au fur et à mesure de la vie. Euh, Est-ce qu'il y en a d'autres? Vous pourriez nous dire un peu? Alors, il va y avoir tout le spectre des pertes auditives. Les traumatismes sonores sur une fréquence spécifique, ça peut causer des baisses vraiment très localisées sur une seule fréquence de l'audition. Nous, c'est ce qu'on va appeler un scotum, comme font les ophtalmos pour une tache noire qu'on verrait devant les yeux. Ça peut exister. Donc le reste de l'audition peut être conservé. Toutes les fréquences peuvent être abaissées. On peut avoir, dans nos méthodes de mesure conventionnelles, une audition qui paraît normale et qui serait dégradée dans le bruit. C'est un peu comme partout en médecine, finalement, on trouve que ce qu'on cherche. Donc quand on a des gens qui viennent nous voir avec une fatigabilité auditive ou une gêne dans le bruit, maintenant de plus en plus, on va tester évidemment leur audition dans le silence, parce que si elle est déjà pathologique dans le silence, on va pouvoir s'orienter vers une prise en charge qui va pouvoir passer par un appareillage, par exemple. Mais si jamais le test dans le silence est normal, on a la chance maintenant d'avoir des outils qui nous permettent de tester l'audition dans le bruit. Et si on met en évidence une gêne, là on re-rentre dans des cadres où on peut proposer des thérapeutiques. Alors, c'était pas thérapeutique, on va en parler juste après. J'ai cru entendre également, en faisant des recherches, que des personnes qui ont ce scotum justement dont vous parlez peuvent ne pas avoir de gêne dans la Mm. mesure où les cellules d'à côté vont compenser en étant presque un peu plus sensibles. Je dis peut-être les Ouais. mauvais mots, mais c'est pour essayer de comprendre. Non, non, c'est assez bien formulé. En fait, si on veut être encore un peu plus précis, au niveau de l'oreille interne, la partie qui gère l'audition s'appelle la cochlée. Ça a une forme d'escargot, simplement. Visualisez un escargot de terre ou un escargot de Bourgogne, ce qui vous arrange. Quand on regarde la répartition des cellules neurosensorielles à l'intérieur, des cellules ciliées, toutes les zones de la cochlée ne vont pas percevoir les mêmes sons. C'est ce qu'on appelle la tonotopie. Et en fait, toutes ces cellules sont réparties tout le long de la cochlée. Et effectivement, si on en perd une à un endroit précis, mais pas celle d'à côté, celles d'à côté peuvent être suffisamment proches en fréquence pour capter les informations sonores et ne pas entraîner de gêne. Pour autant, il y a une cellule qui a été détruite. D'accord, c'est extrêmement clair. Ben, mais merci beaucoup. Je t'en prie. Donc je vous rappelle qu'on est au Gazette Café, donc on sera retransmis sur Radio et Aviva également. On est en présence du docteur Anne-Lise Forest du CHU de Montpellier, et donc du service ORL, et on parle ce soir des différents éléments entre la musique et les risques auditifs. On a parlé donc de l'audition, on a parlé des risques sonores, on a parlé un petit peu de prévention, on a parlé de conséquences plutôt, on a parlé de prévention collective, c'est-à-dire les environnements bruyants dans les festivals, les boîtes de nuit. Quels sont les éléments de prévention qu'on peut mettre en place à titre individuel pour éviter cette perte auditive? Alors, la première prévention à laquelle tout le monde va penser, c'est par exemple, je suis en concert, je suis beaucoup trop près des baffles, je vais me reculer. Ça marche dans une certaine mesure, mais c'est pas suffisant parce que le fait de doubler la distance, on baisse de 6 décibels. Et si on est vraiment en concert dans une salle, il y a tous les phénomènes de réverbération du son qui font que je me recule d'un mètre de la baffle, mais je le récupère un peu plus par derrière parce que le son est allé se répercuter contre le mur et m'est revenu au niveau du crâne. Donc la première mesure de protection individuelle, ça va être le port vraiment des bouchons de protection qui sont maintenant distribués gratuitement en concert. Donc ce sont des bouchons en mousse qui peuvent atténuer à hauteur de 32 décibels s'ils sont positionnés correctement. Alors, positionnés correctement, on a juste envie de prendre le bouchon et de l'enfoncer dans l'oreille. En fait, c'est pas exactement comme ça. Il faut bien l'aplatir au niveau des doigts, le mettre en position et le lâcher en tenant la position jusqu'à ce qu'il se soit regonflé pour avoir obturé quasi totalement le conduit auditif. Première méthode. Deuxième méthode, respecter les périodes de repos auditif. Il y en a de plus en plus en festival, vraiment des zones où l'intensité sonore est beaucoup moins importante et qui permettent aux oreilles de récupérer un petit peu, de réabsorber ce neurotransmetteur, le glutamate, pour le remettre à l'intérieur des cellules et ne pas avoir autant d'effets toxiques. Donc de faire des pauses dans des endroits de repos auditif, où ça peut être aussi avec un casque en marchant, ça peut être faire des pauses régulièrement, et vous conseilleriez des pauses, c'est quoi? 10 secondes, 1 heure, 3 heures, 5 heures? J'imagine que vous allez me répondre, bah, le plus c'est le mieux.
Mais qu'est-ce qui peut être, voilà, on est en festival, il y a 4 heures de musique, qu'est-ce qui peut être intéressant pour les personnes qui sont là, qui veulent nous écouter, qui nous écoutent et qui veulent ces conseils? Moi, je dirais que c'est surtout des périodes de temps à ne pas dépasser. Par exemple, le 102 décibels du concert, il faut pas le prendre plus de 1h30 en continu. Et moi, je dirais qu'il faut respecter au minimum ce même intervalle de temps avant réexposition. Voilà. Ok. Donc on enregistre, voilà. Alors, on l'a pas dit, mais nos téléphones sont extrêmement bien faits. C'est ce que m'a dit votre collègue. C'est les téléphones ont tous un décibelomètre extrêmement précis, donc on peut savoir à tout moment avec nos téléphones à combien est-ce qu'on est de Oui. décibels. Vous confirmez cette information? Oui, je confirme, et c'est surtout que tous nos téléphones et tous nos appareils vraiment de retransmission de musique sont normés en sortie à 85 décibels. Ok. Voilà. Donc avec un téléphone, on ne peut pas dépasser 85, il y a Non. une norme. Par contre, on est dans un festival en boîte de nuit, on peut mettre le décibel s'il n'y a pas la petite boîte rouge pour évaluer les décibels dans lesquels on est. On se dit, voilà, je suis à 102 décibels, Mm. il y a des normes qui nous disent 102 décibels, 1h30, Ouais. d'accord, bon, c'est intéressant. Merci beaucoup pour ces informations. Alors, Je vous en prie. on parlait donc de prévention collective, les seuils, les zones de repos. Euh, c'est une question que je vous posais en aparté tout à l'heure avant qu'on commence l'émission. Dans les spécialités du mode de vie, par exemple, en alimentation, on va dire, bah, si vous mangez des légumes, vous allez avoir un effet bon pour la santé. Euh, si on parle d'activité physique, dès qu'on dépasse 10 000 pas par jour, on va avoir un effet positif sur la santé. Est-ce qu'il y a des éléments dans notre mode de vie qui pourraient être bénéfiques pour notre capital auditif? À ma connaissance, pas qu'il soit clairement défini. Ça va surtout être des mesures de prévention, à la fois par rapport à l'exposition au bruit, ou par exemple par rapport à la prise de certains traitements qui sont connus pour être autotoxiques ou potentiellement autotoxiques. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire qu'il ne faut jamais prendre ces traitements, parce qu'évidemment, quand il y a des indications, quand il y a besoin, il faut. Exemple sur certains produits de chimiothérapie dans le cadre de certains cancers, certaines molécules à base de sel de platine sont connues pour potentiellement dégrader l'audition. Toxique. Quand on a ces molécules et qu'on commence à ressentir des effets, à ce moment-là, il faut tout de suite le signaler aux gens qui vous prennent en charge, parce qu'on regarde s'il n'y a pas des molécules un peu moins toxiques, mais qui auront le même effet, qu'on peut donner. Ok. Alors, on a tous des matériels pour diffuser la musique, que ce soit chez nous. On va essayer de parler un petit peu des appareils qui sont portatifs. On voit beaucoup de personnes. Il y a une personne là qui a un casque complètement fermé. Il y a des casques qui sont ouverts, c'est-à-dire qu'on entend aussi les bruits extérieurs. Il y a les écouteurs. On parle également des casques osseux. Est-ce que vous pourriez nous donner les informations? Est-ce qu'il y a des études qui montrent que certains écouteurs sont plus mauvais que d'autres? Euh, alors déjà, on va faire la distinction. On parlera des casques osseux après. Et simplement parler déjà des casques qui soient ouverts, fermés ou intra-auditifs. Est-ce qu'il y a un impact sur... Alors, à ma connaissance, pas vraiment d'impact et pas encore d'études qui ont été menées. Par contre, on sait qu'il y a certains cas, par exemple, de considération anatomique de l'oreille où on va potentiellement déconseiller les appareils intra. Les gens qui ont tendance à faire de l'eczéma des conduits, d'avoir les oreilles qui coulent en permanence, le fait d'aller boucher l'oreille, elle est moins bien ventilée et donc elle risque de couler d'autant plus. Ou alors les gens qui font beaucoup de plongée et qui peuvent avoir des excroissances osseuses dans le conduit, ça peut leur faire des points de pression douloureux s'ils mettent des écouteurs intra. D'accord, mais pas de lien avec les risques auditifs dont on parlait tout à l'heure. Peut-être un côté, je sais pas, une hypothèse d'avoir un casque qui est confortable, qui prend la totalité de l'oreille. On aurait peut-être tendance à écouter plus longtemps la musique, alors qu'un écouteur va peut-être être un peu plus désagréable à écouter tout au long de la journée. Je sais pas, c'est une... Ça dépend de l'écouteur et ça dépend du casque, parce qu'il y a des gens qui vont pouvoir ressentir aussi des pressions vraiment au niveau des muscles temporaux au-dessus des oreilles, donc qui vont un peu moins Effectivement, bien les c'est vrai. supporter. Donc c'est vraiment personne dépendant, ça. Et alors, ces téléphones qui ont de l'intelligence à l'intérieur, mon téléphone qui me dit la semaine dernière, ah, Vincent, tu as écouté trop longtemps et trop fort la musique. Là aussi, donc, vu qu'on est normé à 85 décibels, même à 85 décibels, j'ai sûrement dépassé le seuil. Donc, on n'a finalement pas
de protection totale, même avec des normes, on est obligé de respecter des temps de repos auditif ou de baisser le son. Mm. Alors ça, c'est quelque chose dont j'aimerais bien revenir dessus, c'est que j'ai compris avec les recherches que j'avais fait avant l'émission que plus un son est fort, plus le sujet apprécie la musique jusqu'à un certain seuil de douleur, évidemment. C'est-à-dire qu'à deux niveaux sonores, les personnes vont avoir tendance à vouloir, c'est ce qu'on dit beaucoup chez les compositeurs de musique, et plus la musique est forte, plus on a l'impression qu'elle est bonne. Alors, il y a des études qui parlent de ça? En fait, quand on parle de musique, ça dépend aussi pas mal de finalement de fréquences, parce que alors à intensité équivalente, donc à décibels équivalents, si vous entendez un son qui va être à 7000 Hz comme une alarme, par exemple, ça va être extrêmement désagréable. Alors que si on a un son qui est par exemple à 40 décibels sur des très basses fréquences, on va pouvoir ressentir à la fois la sensation sonore et la sensation de vibration. Donc il y a des gens qui apprécient ça beaucoup. Par exemple, il y a beaucoup de personnes qui aiment voir les feux d'artifice parce qu'on a l'impression de ressentir au niveau de la poitrine le feu d'artifice vraiment éclater devant nous. Donc il y a des gens qui apprécient ça. Il y a même, j'ai vu des caissons de basse qui se portent Oui. connectés en Bluetooth pour Mm. ressentir au niveau de l'estomac, c'est la partie basse du spectre auditif. C'est ça, parce que ça fait appel à plusieurs modalités, on va dire, sensorielles. Pourquoi est-ce que c'est plus sympathique, j'ose dire, d'écouter la musique en concert? Parce qu'il y a toute cette notion d'ambiance, il y a la foule, il y a le spectacle visuel qu'on voit, et il n'y a pas seulement la musique. Et le fait de ressentir la vibration des basses, c'est un petit peu le même principe. On ajoute encore une composante pour rendre le son encore plus émotionnel. On est sur les émotions et les vibrations, ça me plaît particulièrement. Quelques mots sur les casques osseux qui commencent à prendre une part importante dans l'écoute. On voit beaucoup dans les magasins de vente d'écouteurs, on voit de plus en plus de casques osseux. Quels sont les avantages et les inconvénients de ces casques? Est-ce qu'ils ont le même impact sur nos cellules neurosensorielles? Est-ce qu'il y a le même impact sur les acouphènes, dans la mesure où... Dites-nous. Alors, l'avantage de ces casques, c'est que ça laisse les oreilles ouvertes, ça laisse les conduits auditifs dégagés, donc potentiellement on est plus accessible aux bruits qui viennent de l'extérieur et sur des problèmes d'écoulement chronique au niveau des oreilles, on est plus à l'aise parce que le conduit est ventilé. On reste exposé aux mêmes risques concernant l'intensité sonore parce que les casques en conduction osseuse, comme le nom l'indique, c'est de la conduction osseuse. Alors Donc ça peut-être arrive. oui, faire une petite Oui, parenthèse, excusez-nous pour les personnes qui sont là qui ne connaissent peut-être pas. C'est vrai que j'ai parlé de ça, mais pourriez-vous nous expliquer comment fonctionne un casque osseux? oui. Alors en fait, un casque osseux, on va avoir deux parties qui vont vibrer, qui vont être positionnées soit au-dessus, soit en arrière de l'oreille. Et le principe, c'est que on va transmettre le son, qui est une vibration, en faisant vibrer directement l'os. Et du coup, l'information sonore est transmise à l'oreille interne sans avoir besoin de passer par le conduit auditif externe, le tympan, la chaîne des osselets. Voilà. Donc avec un casque osseux, même sans tympan, on pourrait Mm. entendre, on Ouais. peut entendre la musique. En fait, le tympan et les osselets, à quoi ça sert? C'est un système amplificateur. C'est-à-dire, ça va servir à augmenter l'intensité ressentie du son. Mais on n'entendra jamais mieux que ce que notre oreille interne, qui est enchâssée dans de l'os, est capable d'entendre. Voilà. J'avais cru voir aussi que ces casques osseux avaient du mal à reproduire certaines fréquences, notamment les aigus, Mm. les sibilants, les très aigus. Oui, c'est exactement ça. Notre oreille, je vous parlais tout à l'heure, on est passé peut-être un petit peu vite sur les décibels pondérés A, décibels pondérés C. Notre oreille ne va pas traiter toutes les fréquences de la même façon. Et les fréquences graves, les basses fréquences du spectre de l'audition, elles vont surtout être ressenties par conduction osseuse, alors que les fréquences les plus aiguës vont être plutôt travaillées et rendues par la conduction aérienne, donc le tympan, les osselets, etc. Pourtant, vous disiez en début d'émission que c'était les basses fréquences qui étaient les plus dangereuses. Parce qu'elles arrivent directement à l'oreille interne, alors qu'on a un système de protection qui existe, qu'on appelle le réflexe stapédien. En fait, à l'intérieur de ce qu'on appelle l'oreille moyenne, ce qui se passe en arrière du tympan, vous avez trois osselets, le marteau, l'enclume et l'étrier, qui sont les plus petits os du corps. Et il y a un muscle qu'on appelle le muscle stapédien, qui est attaché à la jonction entre l'enclume et l'étrier
Et dès que le son dépasse 80 décibels, c'est un réflexe, comme quand on vous tape sur la rotule, il se met en action, il rigidifie la chaîne et il empêche la transmission des informations sonores trop importantes à l'oreille interne. Et le réflexe tapédien n'a rien à voir avec l'acouphène. Alors, pour les acouphènes objectifs qui sont dus à des contractions musculaires, ça peut causer certains acouphènes. Nous, il y a des cas très spécifiques où les acouphènes sont plutôt ressentis comme des cliquetis, où on Oui. arrive à en mettre en évidence, nous, par notre examen, qu'il y a une hypercontraction, soit de ce muscle, soit dans notre muscle qu'on appelle le muscle tenseur du tympan. Dans ces cas ciblés très précis, on sectionne ce muscle et on règle le problème D'accord. d'acouphène. D'accord. Mais Mais les ça reste- personnes deviennent... Il n'y a en- plus cette protection. Voilà. D'accord. Ok. Donc on parlait les casques osseux, faciles pour conduire la partie, pour conduire la partie basse du spectre et difficile de conduire la partie haute du spectre parce que justement elle ne passe pas par cette chaîne-là. Oui. D'accord. Et donc c'est peut-être que la technologie ne permet pas encore de faire passer cette fréquence-là. Il y a une limite technologique qui existe, c'est sûr, mais après, c'est aussi des considérations physiques. Les hautes fréquences ont beaucoup plus de mal à passer à travers les milieux extrêmement solides. Et D'accord. l'os de la boîte crânienne, c'est ce qu'on a de plus solide comme référence pour protéger C'est l'oreille. comme quand on entend de la musique à l'extérieur d'une boîte de nuit, on Mm. n'entend que la partie basse Oui. parce que les aigus ont du mal à passer le mur. Sans arrêter, c'est Ok, ça. c'est pour Exactement. bien comprendre. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Maintenant, on a parlé donc de la prévention, des risques, des conséquences. Maintenant, parlons un petit peu des traitements qui existent concernant tous ces risques auditifs. Alors, du coup, en termes de traitement, de prise en charge, on parle de toutes les conséquences, à la fois la baisse d'audition, l'acouphène, Bon, le tout. on peut peut-être les prendre les unes après les autres. On peut Ok. commencer par la perte auditive. Ok. Alors, la perte auditive, à l'heure actuelle, quand il y a des gens qui viennent nous voir à l'hôpital avec une gêne première, je n'entends pas, ou j'entends mais je ne comprends pas, et où au terme de notre examen, on a mis en évidence qu'il y avait une surdité, parce qu'une perte d'audition, même légère, c'est une surdité, on peut leur proposer de gérer leur gêne par la mise en place d'un appareillage auditif. Et ça, c'est quelque chose qui se démocratise de plus en plus, notamment avec le 100% santé. On a de plus en plus de gens qui ont accès désormais 100% santé. santé. Voilà. On a désormais de plus en plus de gens qui viennent nous voir en osant franchir le pas parce qu'il y a toute une gamme d'appareils qui sont pris en charge à 100% par la sécurité sociale à condition que les patients aient une mutuelle. Et ces appareils peuvent rendre service dans de très grands nombres de cas à des gens qui se seraient dit avant ou non, j'ai pas tant d'argent à mettre dans un appareil. Et je me permets d'insister un peu sur ce point parce que la surdité, c'est le premier facteur de risque modifiable de survenue de démence. Donc c'est quand même très très important. Alors, quel est le lien? Moi, je n'avais pas du tout conscience de ce lien surdité-démence. J'essaie de trouver une explication et vous allez Ouais. me dire si je me trompe. C'est le manque de stimuli auditifs fait que les personnes vont perdre le contact social et entraîner la démence derrière. C'est ça. Ok. Ouais. C'est extrêmement intéressant, d'où vraiment le fait de faire attention à nos oreilles. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment fonctionnent ces appareils auditifs? Vous nous avez dit tout à l'heure une cellule qui est morte, elle est morte entre guillemets. Mais vu que vous nous avez dit qu'on ne pouvait pas régénérer ces cellules, comment les appareils, ils vont se mettre à l'intérieur de l'oreille, comment est-ce qu'ils vont faire pour faire que la personne entende alors que la cellule est morte? Alors, ces appareils ils vont pouvoir restituer l'information sonore sur les cellules d'à côté. C'est la question que vous m'avez posée tout à l'heure par rapport au scotum. Et on arrive à retransmettre l'information sonore en forçant les cellules d'à côté à la traiter. Donc j'essaie là aussi de reformuler, vous me dites si je me plante complètement, c'est qu'on a par exemple une fréquence, on va dire à 400 Hz ou 2000 Hz. La personne n'entend pas à 2000 Hz, par contre elle entend à 2500 ou à 3000. On va changer la fréquence de ce son-là pour faire que les cellules d'à côté l'entendent. C'est ça. À la fois, on va augmenter sur ce qui reste, parce qu'on se dit, même si la cellule est morte, il n'y a pas qu'une cellule qui gère une fréquence. Donc, on va D'accord. essayer de récupérer celles qui sont à côté, et en même temps, de stimuler, par exemple, la 2001 et la 199,
qui vont être à côté. Donc les personnes là aussi, les personnes qui vont être appareillées avec ce type d'appareillage Mm. n'entendent pas le vrai bruit qui est en train d'arriver. Ils l'entendent plus aigu, plus grave, modifié, avec des harmoniques, mais pas le son pur qui est en train d'arriver par les oreilles. Alors, c'est pas le son pur parce qu'il a forcément été traité par un Mm. appareil et il y a certaines personnes qui ont quelques difficultés au début, donc ça, faut pas être étonné, c'est normal. L'appareil, le son que vous allez recevoir si un jour vous devez être appareillé, n'est pas le son que vous entendiez quand vous aviez vos oreilles normaux-entendantes à l'âge de 20 ans. Donc au lieu d'entendre ce bruit cling, ils Mm. vont entendre cling. À peu près. Ok. Et c'est vrai que c'est plus facile de restituer avec un appareil les hautes fréquences que les basses fréquences. Parce que comme les basses fréquences passent plus facilement par conduction osseuse, on a tendance à devoir fermer beaucoup le conduit pour les restituer. Donc le plus souvent, nous, chez les gens qui ont une audition qui vieillisse, c'est ce qu'on appelle la presbyacousie, c'est une perte auditive qui commence sur les fréquences aiguës. Donc on va Voilà. surtout restituer ces fréquences aiguës et laisser les graves dits naturels. Pour ça qu'on nous disait quand on allait faire des visites chez les personnes âgées de parler grave bonjour madame C'est plutôt ça. que bonjour madame, puisqu'elles n'entendent pas. Mm. Alors, quelle est l'explication du fait, vous nous avez dit que les fréquences graves étaient celles qui étaient les plus rapidement tuées par la musique ou par les agressions sonores. Pourtant, on perd plutôt les aigus, vous venez de nous dire. Parce qu'au niveau de la cochlée, les basses fréquences, elles sont gérées vraiment au sommet, c'est-à-dire à l'apex de la cochlée. Alors que les fréquences aiguës, elles sont gérées au tout début, au niveau de la base de la cochlée. Et en fait, il faut voir ça, je vous ai parlé de l'escargot tout à l'heure. Imaginez que la porte d'entrée de cet escargot soit supportée par une membrane qui va vibrer. Parce que le rôle de l'oreille moyenne, c'est de transformer une vibration vraiment de milieu aérien, parce qu'il y a de l'air en arrière de votre tympan, en vibration de milieu de liquide. Parce que dans l'oreille interne, il y a du liquide. Et c'est comme si, à force de pousser cette porte, on la pousse, on la pousse, on la pousse, on la pousse, on va finir par l'abîmer en priorité. Alors que les cellules qui sont tout en haut vont être protégées plus longtemps. Elles vont être protégées plus longtemps en haut. Ouais. Pourtant, vous nous avez dit que les aigus étaient en haut. Alors, les bases sont en Je suis haut désolé, hein, sur le. Oui, oui. je suis un peu embêtant, mais c'est pour Non, bien comprendre. en fait, géographiquement, quand on regarde la cochlée, les basses fréquences, elles sont à l'apex. D'accord. Alors que les Ah, hautes c'est les fréquences, basses. elles sont à la base. Ok. Alors, Quand c'est je moi vous qui avais disais tout à inversé. l'heure, voilà. Ok, c'est parce qu'on faisait un signe tout à l'heure. Je pense que j'ai loupé cette partie-là de votre réponse. Excusez-moi. Non, j'ai peut-être pas été très claire. Toutes mes excuses. Maintenant, concernant les acouphènes, vous en avez dit qu'on pouvait couper ce petit muscle stapédien pour certains types, Oui. très rarement. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut faire pour les acouphènes? C'est quelque chose de multifactoriel, l'acouphène subjectif, qui peut être dû à la perte d'audition, qui peut être dû à des problèmes de tension, qui peut être dû à des douleurs de cervicales, qui peut être dû à des problèmes de bruxisme, qui va énormément être influencé par l'état psychologique du sujet. Ça, c'est primordial. C'est pour ça qu'il y a tant d'impact positif des méditations, hypnose, auto-hypnose, beaucoup dans ce type de pathologie. Tout à fait. Parce que c'est comme un cercle vicieux où chaque élément va entretenir l'élément voisin. Exemple, j'ai une perte d'audition, donc j'ai un acouphène. Oh là là, j'ai un acouphène, je sais que c'est un acouphène, c'est pas bien, donc je l'entends, donc ça me fait stresser. Je stresse, donc je me tends, je me tends, je me tords les cervicales, je me tords les cervicales, ça me fait mal, je serre les dents, et tout s'auto-entretient. Donc ce que nous, on essaie de faire quand les gens viennent nous voir avec des acouphènes, c'est d'essayer d'identifier quels sont les éléments qui bloquent à cet endroit du cercle pour essayer de le casser en plusieurs endroits. Alors, je vais tout à fait dans votre sens parce que moi, dans les pathologies que j'accompagne, notamment les insomnies, on a des gens qui sont complètement focalisés sur leurs acouphènes alors que leur problème d'insomnie ne vient pas du tout de là. C'est qu'ils vont au lit trop tôt, ils n'attendent pas d'avoir envie de dormir pour aller au lit, mais ils sont complètement focalisés sur ces acouphènes en disant ah, mais j'ai les acouphènes et les acouphènes. Et on les fait justement travailler sur l'acceptation, le travail, l'auto-hypnose, prendre du temps, attendre d'avoir envie de dormir pour aller au lit. Et à ce moment-là, ils s'endorment plus facilement. Et donc, il y a ce côté cercle vicieux qu'on retrouve avec des impacts sur d'autres pathologies. J'avais entendu sur les acouphènes également euh, que certaines personnes avaient des acouphènes très précises, on va dire 6 ou 7 millihertz, et qu'il était conseillé à ces personnes-là d'être dans un environnement pas bruyant, mais avec
des vagues, avec un feu de bois, avec un environnement qui fait qu'on n'est pas complètement dans le silence, parce que les acouphènes arrivaient surtout dans le silence. C'est ça. Là, ce sont principalement les acouphènes qui sont liés à la perte d'audition. Donc l'idée, c'est de se dire que si on arrive à restituer un champ auditif artificiellement, que ce soit par le port d'un appareil, s'il y a vraiment une grosse baisse d'audition, ou par un système de bruit blanc, ou de bruit rose, ou de bruit de vague, ou simplement de musique, ou des gens qui s'endorment avec la télé allumée. Vous Alors, pouvez expliquer bruit blanc, bruit rose? ce sont des stimuli sonores qui vont englober plusieurs fréquences. Et l'idée, c'est de se dire que si j'ai un acouphène très précis, par exemple à 6357 Hz, le fait d'envoyer une bande de bruit qui va englober le bruit de l'acouphène va me permettre de ne pas l'entendre. Voilà. Okay. Donc, vous disiez bruit blanc, bruit rose, tout ce genre de... Oui, ça peut servir. Tout ça en se disant que si on arrive à faire comprendre au cerveau que pendant un moment donné, on n'entend pas le bruit de l'acouphène, on va l'habituer petit à petit et qu'un beau jour, il va arrêter de traiter cette information qui n'est pas une information utile. Ah, donc il y a un espoir pour les personnes, ça c'est vraiment un enseignement de ce soir. On peut dire aux personnes qui ont des acouphènes, il y a un espoir. En fait, essayez de vous en passer, essayez de vous détacher de ça, de faire peut-être un deuil, un deuil de cette perte auditive. Peut-être qu'ils ont besoin de travailler ça en disant, focalisez-vous sur autre chose. Ça va partir si vous arrêtez d'y focaliser. Oui, alors ça, c'est la chose qui est très Et facile à c'est dire comme aux gens qui ont arrêter des de penser à un acouphènes. éléphant rose alors qu'on Exactement. y pense tout de suite. Ok. Voilà. Et donc, concernant la gêne auditive, vous avez la même prise en charge que sur la perte auditive? Donc, En termes appareillage. d'appareillage, Ouais. alors oui, si on arrive à mettre en évidence une gêne auditive qui a été reconnue comme suffisante par la sécurité sociale, D'accord, il y a une valeur, c'est 3 de RSB, de rapport signal sur bruit. d'accord. Si c'est supérieur à cette valeur, à ce moment-là, on peut rentrer dans des critères de prise en charge d'appareillage. Excellent. Voilà. Et alors, où en est la recherche? Ça sera l'une de mes dernières questions avant de prendre les questions des personnes qui sont là avec nous ce soir. Où est-ce qu'on est la recherche dans beaucoup de pathologies? On a des espoirs en termes de cellules souches, d'essayer des greffes. Est-ce que la recherche avance dans... Est-ce qu'au CHU, vous participez à des études? Est-ce que vous êtes au courant de certaines avancées technologiques concernant ces cellules qui sont si précieuses? Alors, en fonction de la perte auditive, oui, il y a des choses qui sont faites. Vous me posez la question des programmes éventuels qu'on a au CHU. On fait partie de projets de recherche en thérapie génique sur certaines mutations qui ont été identifiées et qui sont connues pour causer de la perte auditive. Et il y en a une qui a été lancée au niveau national en France qui concerne un gène qu'on va appeler, qui va gérer la protéine connexine 26, qui est responsable d'une part importante des surdités chez l'enfant. On a quelque chose maintenant qui est à l'étude, où on va injecter un produit de thérapie génique pour tenter de prévenir ou de restaurer l'audition. Donc ça existe dans certains cas précis. Pour ce qui est des surdités qui viennent chez l'adulte, on a envie de penser aux cellules souches parce que ça marche dans plusieurs autres spécialités et pathologies. Une des pistes de recherche qui a été explorée à Montpellier par l'Institut des neurosciences de Montpellier, qui est situé à côté de Guy de Chauliac, oui, c'est tout ce qui va être vraiment travaux sur la régénération cellulaire. Parce que je vous ai dit que les cellules ne régénéraient pas chez l'homme, et ça c'est assez terrible, 3500 cellules ciliées internes et 12 500 cellules ciliées externes. Mais chez les vertébrés inférieurs, chez les poissons ou chez certains oiseaux, ces cellules sont capables de régénérer. Soit spontanément, si elles disparaissent, soit si elles ont été annihilées par un problème mécanique, une drogue autotoxique, ce genre de choses, elles peuvent régénérer par deux mécanismes. Soit on prend une cellule à côté, qui n'est pas une cellule neurosensorielle, qui est une cellule de soutien, et on lui dit, soit tu vas devenir une cellule neurosensorielle, soit tu vas régresser à un état précurseur, te diviser, et me donner une cellule neurosensorielle et une cellule de soutien. Et les travaux de recherche sont effectués là-dessus. De belles perspectives. C'est ça. Merci beaucoup, docteur Annelise Fourez, pour ces informations. Donc, je vous rappelle, vous êtes
Vous êtes chirurgien ORL au CHU de Montpellier, dans le service de tout ce qui touche autour de l'oreille spécifiquement et notamment de l'audition. Merci pour toutes ces réponses extrêmement claires. J'ai bien aimé le tac au tac. Donc, merci beaucoup pour ces informations. On va prendre quelques, si vous avez des questions, dans le public, dites-nous. Attendez, on va vous Le donner rôle un de micro. l'équilibre des oreilles, parce que c'est un problème apparemment, ça. Il peut y Alors, avoir une perte d'équilibre liée aux oreilles. oui. Alors, en fait, l'équilibre, ça va dépendre de 3 grands systèmes. L'équilibre, c'est la connaissance de la position de son corps à un moment T et dans un espace renseigné. Ça va dépendre, en premier lieu, de ce que je vois, de mes yeux. En deuxième, des informations de proprioception. Par exemple, là, je suis assise. La plante de mes pieds a des récepteurs, m'informe que mon pied est posé sur le sol. L'arrière de mes cuisses, l'arrière de mon dos, tout ça m'informe que je touche quelque chose. Et la dernière chose, ce sont mes oreilles, sur la partie qu'on va appeler le vestibule. Oreille interne, il y a la cochlée, l'escargot, et le vestibule. Le vestibule, il va pouvoir gérer les accélérations dans l'espace, les accélérations linéaires. Par exemple, j'accélère sur l'autoroute ou je monte dans un ascenseur. Et les accélérations angulaires, ma tête tourne comme ça, je fais une pirouette ou je suis sur un manège. Et effectivement, quand on a des problèmes de vertige, ça veut dire que le cerveau reçoit des informations discordantes entre ces différents systèmes. Mais du coup, les vertiges, ça peut venir des oreilles, qui sont une des 3 composantes de l'équilibre, mais ça peut aussi venir des yeux, ça peut aussi venir de la proprioception et de l'intégration qui en est faite au niveau cérébral. Donc, il faut vraiment différencier ce qui est le vrai vertige du faux vertige. Mais dans les vrais vertiges d'origine ORL, on va avoir 3 grandes parties. Les vertiges qui vont être liés aux problèmes de cristaux, d'otolithes qui se sont déplacés, qui vont être des vertiges brefs, de quelques secondes à 1 minute, qui vont survenir au changement de position. On va avoir les vertiges qui vont être liés à des inflammations du nerf de l'équilibre, inflammation qui peut être causée par un processus auto-immun, par une compression, par quelque chose. Là, ça va être des grands vertiges rotatoires continus très invalidants, c'est-à-dire que même allongés, les yeux fermés, la pièce tourne. Et ensuite, on va avoir les vertiges qui vont être liés à la régulation de la pression des liquides de l'oreille interne et qui peuvent causer d'autres manifestations au niveau auditif. Voilà. Plus tout le spectre après des migraines qui peuvent retentir au niveau vestibulaire. C'est un très vaste sujet et ça mériterait aussi d'autres topos là-dessus. Oui, trois petites questions qui me sont venues à l'écoute de votre magistral exposé. Alors, question numéro 1. En ce qui concerne les acouphènes, comment se rend-on compte qu'on est victime d'acouphènes? Ça, c'est une première question. Deuxième question, j'ai toujours entendu parler des ultrasons et des infrasons qui sont perçus par certains de nos compagnons quadrupèdes ou autres et qui donc doivent se balader quelque part. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour l'agression de notre propre système auditif au niveau de ces infrasons et de ces ultrasons? Et troisième petite question, vous avez parlé des difficultés possibles d'accès à la démence par le fait de la faiblesse auditive. Alors, qu'en est-il de nos compatriotes et amis qui sont déficients auditifs? Qu'est-ce qu'ils risquent, en quelque sorte? Voilà. Alors, merci pour ces questions. Pour répondre à la première question, comment est-ce qu'on sait qu'on est victime d'acouphènes? L'acouphène, la définition, qu'est-ce que c'est? C'est un bruit subjectif qui n'est ressenti que par la personne. Donc, je ne suis pas du tout en train de vous conseiller d'écouter absolument vos oreilles à la recherche du moindre bruit que vous pourriez être les seuls à entendre, mais en général, les gens qui ont des acouphènes s'en rendent compte. Il n'y a plus de silence, en fait. C'est je veux m'endormir le soir et ça siffle ou ça bourdonne ou voilà, ce genre de choses. Voilà. C'est ça. Deuxième question par rapport aux infrasons et aux ultrasons, du coup. Quand on parle de son, en fait, c'est un petit peu un abus de langage parce que le son, je vous disais, c'est une onde, donc c'est une vibration sans transport de matière. C'est un peu comme quand on parle de lumière. La lumière, c'est le spectre visible de l'onde électromagnétique. En fait, le son, c'est la partie audible par l'humain du spectre des vibrations auditives. Et effectivement, d'autres animaux vont avoir un spectre auditif qui va être différent du nôtre.
On n'a pas du coup beaucoup de recul là-dessus sur l'humain parce qu'on n'arrive pas à enregistrer ces sons, parce qu'on ne sait pas comment on y est exposé. Donc je ne peux pas vraiment vous apporter de réponse à cette question. Mais étant donné que que nos cellules ne sont pas équipées pour traiter ces informations, en théorie, elles ne devraient pas déclencher de sécrétion de neurotransmetteurs qui pourraient les abîmer. Je n'ai pas d'études à On vous n'a pas la citer, voilà, réponse, mais il semblerait que. voilà. Et concernant votre dernière question, rappelez-moi, oui. Les personnes. Voilà. Les- C'était un risque de démence. Je vais répéter la question pour la radio et pour la. Il expliquait que vous avez dit tout à l'heure dans l'interview que les personnes qui avaient ces pertes auditives avaient plus de risques de démence. Mais est-ce que les personnes qui sont malentendantes ont plus de risques de démence euh, plus tard? Oui, de fait, en fait, c'est ce que vous réexpliquiez tout à l'heure exactement. C'est l'absence d'intégration du message sonore va entraîner un repli sur la personne, une diminution des interactions sociales et donc un retrait de la vie relationnelle avec les gens qui peut favoriser la démence. Et le fait de moins bien entendre augmente ce risque. En fonction des séries, ça peut aller de 2x3 à x4. D'accord. Ça vous va comme réponse? C'est le C'est manque le de manque de sociabilité. sociabilité qui peut effectivement enchaîner un risque éventuel d'acheminement vers la démence. On Oui. peut peut-être imaginer aussi que plus précoce est une surdité, plus elle est prise précocement, plus il y a une prise en charge adaptée et plus il y a un conditionnement de la personne qui va s'adapter et peut-être qui va compenser ce risque de démence. Tout à fait. En fait, ça, je parle des cas de surdité qui ne sont pas pris en charge, qui ne sont pas appareillés. Après, il est évident que le cerveau a des capacités de plasticité. C'est beaucoup plus facile d'apprendre une langue étrangère quand on a 6 ans que quand on en a 67. Moi, de la même façon, les gens qui viennent me voir et à qui je recommande de faire un essai d'appareillage, je leur dis la qualité du son va être modifiée. Ne soyez pas surpris si ça marche, si ça ne marche pas en on-off dès le début, parce que l'appareil, qu'est-ce que c'est? C'est un outil avec lequel votre cerveau va devoir apprendre à travailler. Donc au début, ça va vous surprendre, ça peut vous déranger, la qualité du son est différente. Et moi, ce que je leur dis, c'est n'essayez pas les appareils pour la première fois le jour où vous allez au Hall des Sacs pour faire jour de marché. Je dis ça, il faut éviter. Vous l'essayez dans les bruits de votre environnement, mais par contre, pour que l'appareil marche, il faut le porter. Mais pas non plus en écoutant la plus belle symphonie qu'on aime Non. écouter aussi. C'est ça. Ok. Oui, pour que votre cerveau ait suffisamment le temps de s'habituer à cet appareil pour apprendre à travailler avec. Donc, je vais répéter la remarque parce qu'on n'entendra pas à la radio, c'est qu'il faut le porter un certain nombre d'heures pour s'habituer. Voilà, ok. Donc on a le même problème avec les machines pour les apnées du sommeil. Si on le porte une fois de temps en temps, ça marche pas. Ouais. Et on est obligé de dire aux gens, essayez-le tous les jours, vous allez voir, votre qualité de vie va s'améliorer. Donc il y a beaucoup de correspondance. D'autres questions? Oui. On va vous Oui. donner un micro. Du coup, je sais que vous en avez déjà parlé tout à l'heure, c'est juste pour avoir la confirmation. Du coup, deux fréquences à niveau égal. La fréquence aiguë, du coup, elle sera plus perceptible, elle va être plus désagréable. Mais en réalité, c'est la fréquence basse qui va être la plus destructrice. Oui. D'accord, merci. Et deuxième question, est-ce qu'une fatigue quelconque fatigue l'oreille? De fatigue, c'est-à-dire par euh, exemple j'ai fait 4 que- heures de sport et j'ai envie de dormir Est-ce qu'une ou- Oui. une fatigue, une fatigue, ça peut dégrader l'oreille? Ah, ça- oui, d'accord, j'avais pas compris comme ça cette question. J'essaie de la reformuler. C'est que est-ce que une fatigue quelconque sans traumatisme sonore peut abîmer l'oreille? C'était ça votre question? C'est ça. Alors, ça peut dégrader transitoirement les capacités de compréhension, mais simplement, comme on est plus fatigué, on va faire attention aux douleurs de courbature ou de crampes qu'on va pouvoir ressentir et on va moins se concentrer sur la réception du message sonore. Mais en tout cas, à ma connaissance, il n'y a pas de condition vraiment de fatigue physique qui dégrade les cellules auditives sans traumatisme sonore associé ou sans exposition sonore particulière. Je vous en prie. On a le temps pour une dernière question, peut-être. Il nous reste 2 minutes 30.
Pas de questions? Docteur Annick Forest, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, on était au Gazette Café. On sera retransmis sur Radio Aviva. On parlait de son, de perte auditive en lien avec la musique et les traumatismes sonores. Merci beaucoup. À très bientôt pour une autre émission du Gazette Café. Merci. Au revoir.